Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Epic, Laura et Fred. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Que coucou. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bah, un plaisir de la proposition, j'ai envie de dire. Mais de même. Merci aussi. Je vais vous laisser vous présenter, si ça vous embête pas, nous dire un petit peu qui vous êtes. Donc moi c'est Laura, ça fait quelques années maintenant, je crois 2-3 ans que je fais du JDR. J'ai été introduit par Epic justement. Ok. Mon premier JDR c'était en live sur Twitch directement, comme ça Oh, wow. on est bien dans le bain. Oh, Surtout que j'avais pas été prévenue avant en fait. J'arrive le jour même au studio et puis on me dit ah mais en fait on est en live. Merci Epic. À ma défense, avant, parce qu'elle commence déjà avec l'Epic, à ma défense, elle savait que ça allait être posté sur YouTube. Le détail du live était peut-être oublié dans les 3000 trucs à gérer. Ouais mais entre YouTube et live c'est pas pareil pour moi tu vois. j'avoue, c'est pas la même pression, c'est vrai. Ok, donc tu as été jeté sur le devant de la scène, on va dire. C'est un peu ça exactement. Ouais. Je l'ai mis sur le grill. Fred ? De mon côté, cela fait déjà bien des années que je fais du jeu de rôle, je dirais. Et ça va bientôt faire 10 ans que j'ai commencé. Oh. Avec une petite association de jeux de rôle sur le campus de mon université. Mhm. C'est justement par là-bas que j'ai découvert Epic. Premier, enfin, il dira qu'il s'en souviendra pas que c'était un autre endroit, mais j'ai fait un jeu de rôle avec lui dans le terme du roi Arthur, qui lui correspond très bien. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses et je suis devenu son fidèle petit assistant et seconde main dans l'ombre. Ah oui, parce que sa première restera sa femme, on va pas le cacher. C'est une super introduction. Je vais préciser quand même que Fred est plus mon bras droit qu'une petite main parce qu'il est sur le plateau avec nous en live et il m'aide à gérer les petits détails que j'aurais oubliés, genre les règles ou autres, parce que j'ai une mémoire de merde. Quand je suis pas sûr, je lui demande et dans le doute, je crois. Je me pose pas de questions. C'est presque un filet de sécurité à ce stade-là. Ah ouais, non mais t'as bien compris. Hein. Ok. Mais tu sais, quand tu grilles des gens comme Laura, tu vois, sur un petit peu sur le grill, il faut pas te rater, tu vois. Non, t'as le retour de manivelle derrière. Voilà, exactement. Du coup, je me présente, moi c'est Epic. Ça fait aussi 10 ans, même peut-être un tout petit peu plus que je fais du jeu de rôle. J'ai découvert ça avec des potes. Ah non, attends, même ça fait encore plus longtemps, tu vois. Je pense que ça fait 13-14 ans que j'ai découvert le jeu de rôle. Un ami à mon frère qui avait développé son propre truc. On était dans un bunker à Fribourg, caché dans le sol. Enfin, c'était l'endroit incroyable, mais tu comprends pas comment ils ont trouvé cet endroit, quoi. Et on se faisait des petites parties, et j'ai découvert le goût du jeu de rôle quand on m'a dit « Oui, tu peux jouer un artificier. » Ah oui ? Ah, attends, je vais te montrer. J'ai commencé à essayer de casser le jeu parce que je trouvais ça tellement incroyable de pouvoir faire des trucs que j'ai essayé de pousser les limites directement. Ok. Donc ça m'a bien mis dans le bain, puis ensuite, très rapidement, j'ai compris que si je voulais jouer plus, il fallait que je me jotte. Et oui. Donc je me suis mis au travail et j'ai trouvé des amis de cours, au même endroit que Fred, où on a fait des parties à gauche, à droite, j'ai expérimenté, je leur demandais ce qu'ils aimaient, on a fait des univers vraiment complètement déjantés, impro, jamais avec les règles de D&D ou autres. Moi j'ai vraiment commencé main dans la pâte, 3 stats, 7 stats, ce que tu veux. Ok. Et puis j'ai été... donc ça c'était un petit peu le début où je m'entraînais, si tu veux, et je me suis amusé avec des amis, là où j'ai rencontré Fred, dont je me souviens toujours pas de cette partie, qui me tue. Ça te montre le niveau de mémoire, vraiment, tu vois, genre, j'en ai fait des parties, mais j'arrive pas à me souvenir de celle-là. Et il me regarde, il dit, mais je te jure, et moi je sais qu'il a raison, mais je sais pas, Puis, du coup, je sais pas s'il m'en veut beaucoup ou pas de pas me souvenir de ça. On va espérer que c'est l'inverse. Tu veux la révélation maintenant en live là ou... Non, je crois qu'on va la garder, tu sais, genre enterrée dans un coin. Ok. Et du coup, il y a une passion qui est née au moment où Aventure et Donjons et Jambons ont commencé à exister. Donc pour ceux qui connaissent pas,
On n'est pas les premiers à faire du jeu de rôle en ligne. Il y en a plein qui ont commencé bien avant nous, dont Maillard, qui a créé la série Aventure avec des youtubeurs assez connus. Et puis Donjons et Jambon, c'était des commentateurs d'e-sport qui ont participé en fait à des jeux de rôle d'un ami qui est venu sur leur plateau jouer, et ça faisait sensation. Les gens étaient morts de rire. En même temps, des commentateurs, c'est des très bons joueurs. J'imagine. Et moi, je dévorais ça pendant qu'on était en cours avec Fred. Je dévorais ça les soirs. Je me mettais des vidéos pendant que je cuisinais et je rêvais de leurs histoires. Et à un moment, j'ai dit, je veux faire pareil. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui a tiqué dans ma tête. Je suis passé de consommateur à acteur. Je me suis dit, on essaie. Ok. J'ai essayé ça avec un pote, avec une chaîne perdue dans les néants, où on faisait des montages à 2 ronds, avec 3 pauvres caméscopes dégueulasses, dans mon pauvre appart de 40 mètres carrés, avec pas d'espace pour les angles de caméra. Bref, un cauchemar. Et pourtant, il y avait des gens, ils trouvaient ça marrant. Donc ça montrait qu'il y avait un potentiel. Ok. Puis je disparais après un certain temps, et je réapparais avec le studio 4D2 qui est ici présent. Quand je rencontre un de mes amis avec lequel on fait du jeu de rôle grandeur nature, qui me dit, bah tiens, je sais que tu avais fait ça, moi je veux monter un studio professionnel, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, je saute sur l'aventure et sont créées les chaînes du destin, première aventure que je propose, dont le but est de faire rire les gens de la même manière que Donjons et Jambon et Aventure m'ont fait rire. Ok. Et puis bah maintenant on est au début de la 3e saison, même si c'est plus vraiment une saison, c'est des sortes de mini-épisodes un peu indépendants, pour que tu puisses les voir quand tu veux. Ok. Et on part vraiment sur quelque chose de très intense. Voilà, ça c'est mon résumé. Ok. Tu as potentiellement répondu 3 questions en une, mais ça me va. Oups. Jamais le laisser parler plus de 5 minutes. Ah bah Ok. c'est sûr que l'interview il va être fini vite. Hein. Moi, je suis quand même curieuse de savoir dans vos présentations là, comment tu l'as vécu quand même, Laura, de te retrouver pour une toute première en live directement. Enfin, je me rappelle ma première session de jeu de rôle, j'étais totalement tremblante derrière mon écran. Il n'y avait pas de caméra, on n'était que en distanciel. Enfin, j'ose à peine imaginer ce que tu as vécu à être projetée comme ça. Alors, j'étais aussi tremblante, j'avoue. Surtout l'univers du jeu de rôle dans lequel on était, c'était du culte. Donc, Oh. univers un petit peu horrifique et tout ça. Après, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que je connaissais assez bien Epic déjà. Ok. Je savais qu'il avait la capacité de mettre les gens à l'aise. Et oui, en fait, le jeu de rôle, ça a commencé pendant les 10 premières minutes. J'ai pas trop parlé, je savais pas trop quoi faire non plus. Et après, c'est vraiment venu naturellement, en fait. Ok. Le fait de juste s'amuser avec les amis, où d'un coup, on oublie qu'il y a les caméras et puis on part dans l'aventure, quoi. Eh ben chapeau, parce que s'adapter en 10 minutes quand même, bravo, bravo. Laura, la partie dont on parle, c'est celle avec le bébé mort? Oui, le bébé suspendu par ses tripes à son pendule, ouais. La vache. Alors, je mets du contexte. En gros, Oui, on s'il te plaît, participe s'il te plaît. parce que là, je vais me faire pendre. On participe à une levée de fonds pour la Fondation Théodora, qui demande de faire plein de parties de jeux de rôle au fur et à mesure de la journée. Donc le studio KD2 y va, il y a plusieurs MJ qui font des parties. Puis moi, je tombe sur ce nouveau jeu de rôle qui s'appelle Culte. Et je le trouve assez sympathique parce que son système de règles me plaît bien. Ok. C'est très simple, c'est très agréable parce que c'est très narratif. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais me faire une chouette partie et tout. Et je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'au milieu de la partie, je me retrouve à devoir rajouter un truc un peu glauque parce que ça reste de l'horrifique, Oui, tu vois. et oui. Et je réfléchis, en fait, dans mon scénario, je me rends compte que j'ai un enfant mort. Pour rendre ça bien glauque, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui peut être vraiment horrible et tout. Je réfléchis à des trucs et je finis par me dire, bon, bah, avec peut-être ses intestins ou quelque chose. Et du coup, je le pends à ça. Et en fait, je n'y réfléchis pas une demi-seconde au fait que, en fait, on était en train de faire pour la Fondation Théodora. Enfin, non seulement ça, mais en plus, on avait un dessinateur derrière qui nous a dessiné la scène d'une manière absolument incroyable. Oui, c'est juste. C'est juste qu'il y a un morceau du dessin du bébé mort. Oh putain. Et tu sais, on finit le live et ils sont là, mais t'es sérieux? Puis je suis là, mais de quoi vous parlez? Et après, là, je me rends compte, je fais, Ah merde. ah merde. Oui, c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà, donc je pense que décrit comme ça, je suis vraiment un barbare. Non, toi, barbare. Alors que c'est pas du tout ce que j'essaie d'amener. Moi, j'essaie d'amener énormément d'émotions, en fait, et de l'épique. Mais bon, bah, ça passe par des phases où, voilà, c'est un peu dur. Et puis dans le culte, de toute façon, enfin, ça a sa place, j'ai envie de dire, entre guillemets, même si effectivement tu vas C'est loin ça. dans le détail, mais oui, c'est pas plus choquant que ça quand tu joues du culte. Alors, j'ai pas trop décrit le bébé mort, je tiens à me défendre.
Je crois que c'est sous-entendre qu'il pendait avec ses intestins ou un truc du style. Oui, Non, t'as pas sous-entendu. Ah bon? Ah, raté. Rétablissons Désolée, la là, je peux pas vérité. t'aider. Voilà, donc ça c'était le premier jeu de rôle et en fait, comme elle dit Laura, on se connaît plutôt bien à côté. Je sais de quoi elle est pas capable, si tu veux, donc j'ai aucun problème et j'ai toute confiance en elle pour juste qu'elle passe un bon moment. Mais c'est vrai que les caméras au début c'est toujours un peu perturbant. Oui. Et puis il faut une première atout. Hein. Fred aussi, il peut parler de son première devant les caméras. Allez, avec plaisir. Si tu as envie, Fred. Mais je suis là pour ça aussi, au final. Heureusement, j'étais quand même un petit peu plus chevronné à ce moment-là. Enfin, disons que, de ma part, j'ai quand même eu le droit à plusieurs séances d'entraînement. Et première séance, du coup, au studio, devant la caméra, j'ai été balancé, en fait, quand même, en avant-première comparé à tous les autres joueurs, parce qu'il y avait besoin d'un joueur au studio pour une petite partie tranquille en peignoir. Oui, c'est juste. C'était les tigres volants. Je connaissais personne en fait à ce moment-là. Déjà la façon dont j'ai rejoint le studio, c'était épique. Il me disait allez viens, on va faire des trucs cool. J'ai plein d'idées dans la tête. Allez bien, ça sera bien, on est bien. Tu t'es pas méfié à ce moment-là, déjà? C'était pas le premier projet. C'est bon, j'étais habitué, j'étais rodé. C'est ça le pire, c'est qu'il est encore là et c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Là, là on est en train de faire des tournages et il est devant la caméra. Non seulement je suis devant la caméra, mais je t'aide en plus derrière. Hein. Exactement. Très souvent, on me demande si mes potes ont pas des syndromes de Stockholm. Je sais pas. Ça expliquerait tant de choses. N'est-ce pas? À compter en premier par ma femme. Je ne nie rien du tout. Le moment le plus difficile pour reprendre quand même la question, c'était l'exercice en fait de regarder de nouveau l'épisode, de s'écouter parler et de se critiquer soi-même pour savoir qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Ok. Alors ça, c'est vrai que c'est pas un exercice facile ni agréable. Hein. Ouais. La première fois que tu t'écoutes en vidéo, c'est difficile. Jusqu'à maintenant, j'avais du mal à me souvenir un peu de toute cette aventure, Fred, mais je me souviens en effet du fait qu'on avait re-regardé la vidéo. C'était cringe. C'était cringe. Je me souviens qu'on se regardait tous en mode en serrant les dents. Et j'étais très content que ce premier épisode des Chaînes du Destin, du coup, et pas des Tigres Volants, n'était pas diffusé, que c'était juste pour nous. On est d'accord. Du coup, pour ce premier épisode en live, on voyait que, comparé à tous les autres, j'étais peut-être un peu renfermé dans mon coin à suivre. Mais ça va, je crois que je suis un peu plus ouvert maintenant. Donc toi, ta toute première participation, c'était aussi en live? Dans le studio, c'était en live, mais j'étais parfaitement au courant. Ok, toi, c'était pas une surprise. J'ai cru que c'était une signature d'Epic, en fait, de jeter les gens sur un live sans... Non, je me disais, ouais, quand même. Ça pourrait. J'étais pas là. J'ai fait quand même beaucoup de jeux de rôle avec lui avant. Ok. Enfin, beaucoup. Quelques-uns, donc j'étais habitué à sa façon de faire. Ok, donc une sacrée équipe sur une sacrée campagne. Depuis combien de temps elle existe, la campagne Les Chaînes du Destin? Fred, au secours. C'est la 3e saison. Ouais, comme j'ai dit, quand on a commencé en fait à s'entraîner pour la première saison, c'était fin 2020. Enfin, les premiers épisodes, je pense, c'était début 2021. En tout cas, ça fait au moins 4 ans, quoi. Au moins 4 ans que ça tourne, ok. Ouais, parce que c'est pas facile de faire une série de jeux de rôle. Quand t'as des gens qui sont des spécialistes du jeu de rôle, qui ont 15 ans, tu vois, d'entraînement et tout, et qui même en plus connaissent une caméra, il n'y a aucun problème. Mais quand tu pars avec une bande de potes en mode « Ah tiens, regarde, j'ai des vraies caméras cette fois, viens, on se met dans un studio et on tourne », c'est vraiment pas facile. Oui, j'imagine. Voilà, d'où les entraînements. Déjà, jouer avec une webcam, moi perso, ça me perturbe beaucoup. J'ai l'habitude de jouer sans webcam. Mais alors j'imagine dans un studio avec vraiment tout le matériel et tout ça, ça doit être quelque chose. Session 0, 1er février 2021. Ça nous remonte, hein. Ça fait 3 ans que je torture des gens, Jenny. Oui. Que je fais des parties de jeux de rôle, désolé. Ma langue a fourché. Quel lapsus. Alors, ça fait plus longtemps que tu tortures des gens, ça fait 3 ans que tu les tortures en live. Avant, Oui, c'était caché. Bah, fallait bien que je m'entraîne. Oui, c'est ça, pour être au top. Et donc, la particularité des Chaînes du Destin, c'est que chaque épisode peut être vu comme une mini-histoire, c'est ça que tu disais? Alors non. Pour la saison 3, on va faire, si tu veux, des aventures très courtes de 4 à 6 heures qui peuvent être vues indépendamment. Ok, d'accord. Donc, tu vois, le terme
Une saison marcherait plus parce que tu pourrais changer de saison si tu veux entre chaque petite aventure. D'accord. Mais pour la saison 1 et 2, la spécialité, c'est les chaînes. Ça a tout changé au niveau du scénario, en fait. Mm. Ce que je peux te rajouter comme particularité, le but des chaînes du destin, c'était d'être épique, d'être dynamique, d'être impactant. C'est que le rythme soit beaucoup plus rapide, qu'il y ait action sur action, qu'on ne s'ennuie pas. Alors, sans s'en prendre plein la gueule, c'était en effet d'être très dynamique. Ok. Une sorte de sensation d'urgence un peu, à enchaîner un petit peu les actions comme ça ou... Bah, en fait, moi, j'ai toujours été habitué, comme je t'ai dit, j'ai regardé beaucoup de jeux de rôle. Les jeux de rôle où t'as 1 heure de description, moi, je finis par décrocher. Ouais. Et je suis hyper actif, j'ai du mal à suivre. Donc, je voulais quelque chose, si tu veux, de dynamique qui pouvait vraiment s'enchaîner. Mais avec des petits moments de repos, tu vois. Même dans la saison 1, il y a des moments où je les laissais un petit peu respirer. Qui que ce soit regarde les épisodes, ils se rendent compte qu'en fait, chaque épisode, généralement, il se passe vraiment quelque chose. Ok. T'as pas d'épisode filler, parce que c'est vraiment pas ça qui m'intéressait à faire. Je voulais qu'il y ait constamment un rythme qui fait que c'est en effet très dynamique et c'est aussi très intense. Ok. Il y a constamment des trucs qui se passent et des trucs qui vont... bien au-delà du normal, du style le triple échec critique de Valoriel. Ça, c'est légendaire. Ça, c'est épique, ouais. Voilà, tu vois, quand ça arrive, tu regardes et tu dis, bah, en fait, on a poussé l'intensité, ils se sont retrouvés dans un endroit, et moi, j'ai regardé mon scénario, je l'ai mis de côté, et j'ai fait, ok, bah, prochain live, il faut que je change le scénario, il faut que j'amène quelque chose, parce que on a un mage qui a décidé d'invoquer le warp, sans faire exprès, mais genre, de façon répétée. Oh merde. Ah oui. Donc il y a un moment où dans l'univers de Warhammer, j'ai invoqué un des démons les plus puissants de l'endroit, puisqu'en plus ils étaient collés à une pierre qui permettrait vraiment aux démons de venir très facilement. Ok. Et j'étais un peu là en mode, bah, j'ai pas mille et une options en fait, ils ont vraiment créé un énorme problème, donc j'ai créé un énorme problème. Nous, vraiment, on voulait prôner le dynamique. Moi, je voulais que ce soit en live pour que les gens puissent influencer l'aventure. Parce que je trouve ça super quand tu suis le truc et que tu peux essayer d'avoir un impact, qu'il soit faible ou grand. Et puis, il y a même des moments où je rajoutais des grands impacts. C'est-à-dire que j'avais j'avais tout un lore, si tu veux, en tête. Je savais ce qui se passait à gauche et à droite. Et je faisais des votes majeurs qui indiquaient ce qui allait se passer dans les futurs épisodes. Ok. Je crois qu'il y a un moment, on a complètement changé d'un scénario à un autre pour du gobelin. Ils avaient voté et ils avaient décidé que ça allait plutôt pro-gobelin. En fait, ils ont filé un coup de main au gobelin. Et du coup, bah, c'est l'axe du gobelin qui s'est lancé. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce que vraiment je voulais amener. C'est des votes en même temps. En fait, sur le live, c'est les viewers qui votent et qui influencent un petit peu l'histoire. C'est ça. Parce que sur YouTube, je sais pas quand ça va sortir. Donc je pouvais pas m'assurer, si tu veux, que les gens puissent voter. Par contre, en live, ils peuvent. Ok. Génial. Sauf que tu as des joueurs qui doivent avoir une endurance, une capacité à reprendre leur souffle qui doit être importante, je pense. C'est le cas. Laura, je l'appelle mon troll. Mon troll, ok. Oui, parce qu'elle a je sais pas, elle doit avoir une endurance ou une régénération, mais elle est jamais fatiguée. Enfin, tu vois, genre, elle fait constamment des trucs et tout, mais pire que moi. Sérieux? Ça existe pire que toi, ça? Bah, toi. De manière plus générale, le studio 4D2, tu avais commencé à en parler un petit peu, mais donc ça s'est créé comme ça? Quelques passionnés qui se sont dit, bah tiens, on se fait un studio professionnel et on se lance? Plus ou moins, ouais. En gros, nous, on avait commencé, et je sais que quelques personnes du studio étaient tombées sur ce qu'on faisait et trouvaient ça très sympa, en plus des trucs en ligne, et avaient regardé nos aventures. Ok. Du style Philippe, qui joue dans le Comptoir des Songes. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, parce que ça m'avait marqué, vu que, tu vois, on connaissait personne nous connaissait, et que tu tombes sur quelqu'un, et tu dis, ah, trop fan. On a même dans des jeux de rôle grandeur nature, un des plus grands d'Europe que je suis allé faire, je suis retombé, avec Fred d'ailleurs, sur un gars qui était notre fan numéro 1 en fait, de cette aventure il y a des années de cela. Génial. Genre quand tu tombes sur ça, bah, ça te fait plaisir, tu vois, vraiment plaisir. C'est clair, c'est clair. Et du coup, la création du studio, c'était vraiment en effet Coco qui avait ce projet. Coco, c'est quelqu'un qui fait 3 fois ou 4 fois du JDR par semaine. Waouh. Okay. Donc c'est quasiment constant, c'est dans sa peau à ce stade. Tu vois, moi, même avec mes 12 années de JDR, je peux te dire que je suis très 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 loin de lui. Et donc lui a réuni en effet un petit peu cette équipe. Et puis l'idée c'était de créer une association parce que bah, ça a des coûts, des gens qui ont bien envie. Et vu que bah, cet assaut de jeux de rôle grandeur nature connaissait beaucoup de gens qui étaient intéressés par le jeu de rôle de base, et il avait plein de gens motivés en fait à nous rejoindre. Et du coup, il a construit tout ça en fait. Et moi, je me suis juste joint à l'aventure en même temps, si tu veux. D'accord. Alors, j'ai pas pu participer à grand chose quand on a construit le studio. Tu vois, ils ont fait les décors,
Ils ont fait de l'électricité, ils ont fait le parquet, ils ont fait Ouais. des tas de constructions. Et moi, j'ai 2 mains gauches, donc je les regardais, je souriais. Maintenant, je m'y connais un petit peu mieux, tu vois. J'ai pu gérer le son dans la nouvelle régie. Je comprends un peu mieux comment ça fonctionne et autres. Tu vois, chacun ses spécialités, j'ai envie de dire. Bien sûr, surtout dans une équipe, chacun apporte ce qu'il peut apporter, peu importe sur quel sujet. Exactement. Alors après, comme dans n'importe quel assaut, tu as beaucoup de monde passif, et il y en a quelques-uns qui sont très actifs et qui font beaucoup, mais on est quand même suffisamment pour faire avancer ces histoires. Ok. Une des questions, c'était de quoi ça parle justement les chaînes du destin. On a eu des petits débuts de réponses. Alors on peut aller plus en détail, ouais. Si c'est possible, ouais, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ça se passe dans un monde fortement inspiré de Warhammer Fantasy. Ok. Ça reste quand même un point important, mais pas tout à fait la même chose, puisque la chronologie originelle de Warhammer n'est pas respectée. Parce que c'est beaucoup plus fun en fait de prendre tous les éléments impactants de la timeline de base et de les mettre tous ensemble en même temps. Ok. Donc le but de la première saison était de jouer des héros dans ce monde qui est Grimdark, où il y a gentiment pas mal de choses aussi qui nous tombent dessus, mais avec pas mal d'excuses pour justifier pourquoi on joue des héros. Au tout début, on n'était pas au courant qu'il y avait un dieu noir, Malal. Ces petits héros qui se sont relevés justement d'un charnier au tout début, enchaînés sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, avec juste une vision d'un homme noir et blanc et d'une sorte de prophétie, en fait, comment ça a été amené. Et on tombe sur une petite pierre verte qui se transforme en une petite boule de poils à un œil avec des petites ailes. Le fameux Gulu. C'est Il n'y avait Gulu. pas de poils. Il n'y avait pas de poils. Ouais, il n'y avait pas de poils au début, mais il est très vite devenu poilu. Les illustrations. Ouais, Je sais c'est même les illustrations qui se sont fait plaisir. Exactement. Enfin, on se retrouve avec chacun un axe à accomplir en fait de notre côté, et on accumule de la malpierre, on accumule du pouvoir à travers Gulu. Je préciserai que la première saison avait pour but d'avoir 4 directions, une axée sur chaque joueur, c'est-à-dire qu'on allait aller dans un endroit de l'univers de Warhammer, Ok. et on allait rencontrer des trucs très sympathiques pour chaque axe du joueur. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun choisi une axe de jeu, et il y avait quelque chose qui les attendait à chaque endroit. Ok. Je crois que le dernier, on a fusionné les 2 axes parce que c'était plus cohérent ou quelque chose. Mais ça, c'était la première aventure. Et la deuxième, elle n'est pas du tout réfléchie de la même manière. Elle est réfléchie comme une sorte de chemin, une journée comme ferait un Mr. Frodo qui décide de partir lâcher l'anneau dans le Mount Doom. Quand il part faire cette aventure, qui est un long chemin, c'est ce que vivront mes joueurs dans la saison 2, où ils se font en effet enchaîné par un sortilège avec un livre et un but. Et là, du coup, Laura, je te laisse expliquer. C'est vrai qu'au début de la campagne, on a tous des métiers un petit peu... Il y a un messager, il y a un chasseur de rats, il y a un apprenti apothicaire, et puis il y a quoi, une sorte de marchand. Et la dernière, c'était une diseuse de bonne aventure. Ok. Belle équipe. Donc on se retrouve les 5 dans un village. À nouveau, à ce moment-là, il y a ce mystérieux individu qui arrive, qui est blessé, qui se retrouve chez l'apothicaire. L'apothicaire essaye de le soigner. Mais il y a ce problème avec ce bouquin. Et on se retrouve les 5 dans la boutique de l'apothicaire pendant que la ville est mise à feu et à sang par des étrangers, des ennemis. Et c'est à ce moment-là que, je sais plus, je crois qu'on s'évanouit tous à cause du livre. Et en fait, on se retrouve tous les 5 enchaînés par ces chaînes du destin, justement. Ok. Et c'est vraiment le début de nos aventures. Donc après, on tente de s'échapper de cette ville. Et toute la saison 2 va suivre justement ces 5 individus d'un point A à la fin. Avec différentes aventures, différentes interactions, avec des méchants, des sortes de quêtes aussi. Pour chaque personnage. Parce que chaque personnage a son propre caractère, sa propre individualité. Ses propres recherches aussi. Et donc on a tous plus ou moins des choses à faire pendant cette quête, pendant ce chemin. Mon père en fait se fait brûler vivant devant mes yeux sur un bûcher par l'Inquisition. Waouh. Parce que j'ai foiré un jet. Oh, la cruauté. Voilà. Ah oui. Ah oui. Voilà, il pique. Ah non, c'est ton jet de dés. Hein. Moi, je veux pas sauver l'aventure non plus. Hein. Ouais, parce que non, tu m'aurais dit que même si j'avais réussi, il serait mort. Donc. C'est-à-dire que c'était un peu un piège, donc oui, il fallait pas y aller, mais
Mais surtout, votre Oui. plan, il était tellement foireux, je veux dire. Et on a fait le plan qu'on a pu faire avec les moyens du bord. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc on avait chacun des axes. Moi, le but c'était de retrouver les meurtriers de mon père et me venger. Ok. Et, la chef vampire, je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Ah oui, bah, c'est vrai qu'on pourrait en parler, ça. Fred, tu veux te jeter? Ben oui. C'est très 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 important ce personnage, Pétronille. Ah oui, Disons, Pétronille. c'est pas n'importe quel personnage. Hein. Non, c'est pas n'importe quel personnage. Du coup, c'était Epic qui a demandé à une des viewers de la première saison de faire un artwork qui a été proposé sur le chat, en fait, suite à un événement. Sauf que c'était un personnage qui aura une énorme importance, en fait, parce qu'au début, c'était juste un guide, et il s'est avéré qu'elle avait beaucoup plus de potentiel, et qu'il tenait à elle, donc le personnage s'est développé. Et a pris finalement une autre place que prévu, quoi. Ah oui, bah ça, ils l'ont croisé dans la saison 2, elle a pris une autre place, ouais. Ben, disons que c'était une vampire. On l'a mis un peu à la place du chef des vampires de l'univers de Warhammer. Ben, elle en a bien profité de sa place. Ok. Voilà. Mhm. Ok. Donc ils ont créé une sorte de world boss, si tu veux, dans l'univers. Ok. Voilà. Donc, dans la saison 2, comme disait Laura, on va croiser certains personnages qui existaient déjà. Uh-huh. Et puis, chacun toujours a une axe de jeu, mais a aussi un peu un scénario, une histoire. Par exemple, le chasseur de rats, il a toute une histoire avec le village qui était en fait en train de le bully constamment. Et du coup, il les a un petit peu butés, en grande partie, certains. Ce qui a en fait lancé une axe de vengeance de leur côté, où j'ai eu plusieurs enfants... Ouais, des 16-18 ans, si tu veux, qui sont les survivants du village, qui, au fur et à mesure de l'aventure, courent après en fait nos héros et essaient de les retrouver, etc. Et là, du coup, on commence la saison 3. Et en fait, de nouveau, je veux proposer une aventure différente, radicalement différente de ce qu'on a fait. Donc là, on commence avec une sorte de scénario inversé. Donc au début, les joueurs sont libres pour l'entraînement qu'on fait hors caméra. Mhm. Puis ils avancent un petit peu et ils se retrouveront coincés à un endroit qui allait forcément arriver. Je leur avais prévenu, je leur avais dit... On se retrouve tous là, dans des geôles. Voilà, ça c'était le premier épisode qu'on a tourné la semaine dernière. Mhm. Et on commence par leur mort, littéralement. C'est-à-dire que je les ai tous pendus les uns après les autres, en les tirant On dans a le essayé de désespoir. survivre, hein, mais aucune chance. Ben, ils ont foré tous leurs jets, ils ont essayé comme ils pouvaient, mais malheureusement, voilà. Et là, du coup, tu vois, on commence, mais full drama. Bah C'est-à-dire oui, que, par oui. exemple, Laura, dans son nouveau personnage, a une troupe, elle est danseuse, barde, tout ce que tu veux. Et En fait, barde elle a une troupe à violoniste. côté. Barde violoniste, voilà. Ok. Et là, il y a sa propre troupe avec laquelle elle, tu vois, fait des activités hautes, mais sinon, elle connaît les 4 autres et c'est une bande de bandits, de malfrats qui font des 100 coups, si tu veux, les misérables, le nom de leur bande, pour pouvoir gagner un peu d'argent et vivre. D'accord. Et puis bah là, elle se retrouve à 2 doigts de la pendaison et face à elle, son amant, enfin son chéri. Ok. Qui la regarde. Ah, elle m'a regardé, on était à l'épisode 1. Tu attaques très très fort. Je voulais commencer très très fort parce qu'en fait, c'est la mort de l'ancienne vie de ces personnages et c'est le renouveau. Et on relance en fait le scénario. Toute leur aventure, tout leur background reste et on va l'utiliser justement dans la suite des aventures. Et puis on va vivre 4 aventures un petit peu justement séparées, mais qui ont toutes pour le même but, c'est qu'ils tombent dans un campement de prêtres et de croyants de Malal. Ils sont amenés à cet endroit. En fait, Malal les a retrouvés dans l'au-delà, quand ils se sont fait pendre, ils étaient morts, et il leur a proposé de se venger contre les dieux noirs qui les ont envoyés là-bas, parce que chacun déteste un dieu noir en particulier, en échange de quelques menus services. Okay. Et après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et là, l'idée, c'est vraiment, on se concentre sur les dieux noirs, les 4 dieux noirs qui existent, et du coup, on va vraiment rencontrer un petit peu qui ils sont, plus en détail, qui sont leurs suivants, et c'est là que j'espère vraiment innover dans l'aventure, c'est que entre deux, bah, moi j'ai fait ma lune de miel et je suis allé voir des endroits, j'ai vécu des trucs qui m'ont permis d'écrire des scénarios pendant 3 semaines. Okay. Il y a des moments où j'étais dans une grotte, je me suis retourné, je l'ai regardé et je lui ai dit ça serait super pour un jeu de rôle ça, n'est-ce pas? Et elle me regardait atterrée, tu vois. Donc...
Parce que j'étais là, oh, tu peux faire ça et tout. Ah ouais, je savais pas que ça s'arrivait dans les grottes. Ah ouais, d'accord. Et j'ai pris des notes, mais voilà. Donc j'ai fait des scénarios basés sur des trucs que j'ai vécu ou que j'ai vus en me disant que ce serait des trucs incroyables et tout. Donc je vais voir si ces petits scénarios sont bien riches de vie, et en tout cas de description, à minima. Ok. Et c'est ça que je vais amener dans cette aventure avec, à la toute fin, peut-être un 5e chapitre qui sera la conclusion des 4 autres. Si ça se passe bien, s'ils veulent pas, tu vois. D'accord. Et ça lancera peut-être la dernière saison des Chaînes du Destin qui s'appellera La fin des temps. D'accord. Et comme Fred Oh. l'avait dit, c'est toute l'aventure, c'est un peu j'ai mélangé un peu les chronologies parce que je voulais pouvoir avoir en fait certains empereurs ou certains personnages légendaires dans l'aventure. Mhm. Et puis globalement, on est juste avant la fin des temps. Et D'accord. du coup, là, dans la temporalité, je peux en fait lancer la fin des temps, Ok. qui est vraiment la fin des temps du monde de Warhammer. Mhm. Waouh, ça promet une saison 3 et peut-être une saison 4 absolument époustouflante. Alors, ils ont vécu l'épisode 1, je pense que ils ont bien compris la tonalité. La suite. Bon, ça va, s'ils en redemandent, c'est que ça va. Et tu vois, on retourne Toujours sur du ce drama. syndrome de Stockholm. Toujours. Oui. Tu vois. Et à ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, je vous laisse suivre les liens sous la vidéo pour aller découvrir tout ça. Bon, les 2 premières saisons sont disponibles. La 3e Et- le sera aussi incessamment sous peu, petit à petit. C'est ça. Tout bientôt, normalement, je devrais déjà m'atteler au montage. Et puis, tu auras aussi compris que du coup, les personnages sont un petit peu différents de saison en saison. Dans la première saison, on a utilisé les règles de D&D parce que j'avais vraiment besoin de héros et que c'était plus facile à gérer Ok. que les règles de Warhammer 4ème édition qui Oui. sont mais genre extrêmement lourdes Ouais, pour un ouais, actual ouais, play. tout à fait. Dans la 2e saison, j'avais besoin de bouseux, donc ça allait très bien. Et j'ai pris les règles de la 4ème édition. Je pense j'ai foutu la moitié, voire 2 tiers à la poubelle. Tu vois. Ouais. C'est pour te dire à quel point j'ai dû simplifier pour me permettre en fait de garder un certain dynamisme dans cette aventure. Surtout qu'il a fallu attendre quasiment la fin de la saison pour que certaines personnes comprennent les règles. Heureusement Donc, qu'il y avait Fred à côté, oui. C'est ça. Et puis pour la saison 2, on a vécu vraiment les pires bouseux du monde. Pour la saison 3, enfin non, c'était les villageois. Pour la saison 3, on vit vraiment les bouseux, c'est vraiment des petits bandits, des misérables. Pour la saison 4, on va remonter le niveau. Ils auront de nouveau des gars assez puissants, je pense. S'il y a. Mais ça fait vivre des aventures Mais complètement oui, différentes. carrément, tu vois. carrément. Entre la saison 1 et 2, je pense que Fred peut attester. Ouais, petit peu. Un petit peu. Entre le prêtre de Sigmar qui peut invoquer son dieu et Tommy, le négociateur, voilà. Oui. On est d'accord. Qui est bon. Et ben, très très hâte de voir cette saison 3 diffusée. Ça a l'air grand. J'ai une question qui me vient. Tout à l'heure, vous parliez de tourner en extérieur. C'est par rapport à cette campagne-là ou c'est Ah sur non. un autre projet? Non, c'est sur un autre projet. C'est sur un autre Ok. projet. Là, les tournages, ils peuvent que être en studio. Il y a Eh oui. bien besoin de logistique. On avait à un moment réfléchi à faire des tournages dans des lieux hantés ou ce genre de choses, qui Génial. auraient pu être super, mais enfin, il faut tout déplacer. Et Oui, c'est ça. Je pense que si tu fais ça, faut pas faire une saison, si tu fais C'est genre ça, c'est une petite des aventure. one-shots. Mais Globtopus fait déjà ça. Et puis, moi, j'ai pas forcément envie de le copier. Et puis, il fait des trucs très chouettes. Ok. Mais ce qu'on peut mettre en avant, c'est le tournage du trailer. Oui, c'est vrai. Qui est magnifique. Vas-y. Oui, notre trailer, il est Voilà, donc incroyable. ça, Super. c'était la différence entre la saison 1 et 2 où on avait juste des illustrations et Coco nous avait fait un générique avec un système préfet. Enfin, déjà, entre la 1 et la 2, il y a eu un petit step up. un bon Parce boost. que La première saison, c'était juste, on a demandé des illustrations de nos personnages. La deuxième, c'était pareil, mais enfin, je sais plus ce que tu avais demandé exactement, mais tu as fait une bande-annonce à partir de là, en prenant une musique épique et en agençant tout ça un petit ouais, montage. et surtout j'ai trouvé un illustrateur en fait qui me plaisait beaucoup tellement sa thématique était sombre, donc les dessins étaient sublimes. Et la saison 3, on est là, on réfléchit et tout, illustrateur. Puis en fait, à force de commencer à m'intéresser à faire des tournages et autres, je me dis, mais franchement, les génériques avec des petites images, c'est dommage. Et puis je m'étais inspiré de 2 chaînes que je vous conseille d'aller voir, qui s'appellent Pred Hunt, de la chaîne Blood Roll, si je ne me trompe pas. Et puis l'autre, c'est Geek Fabula. Le deuxième, c'est Geek Fabula qui s'amuse aussi à tourner un trailer en intérieur avec voilà, tous les moyens du bord qu'il avait. Et puis il avait toute une équipe pour tourner ça. Et le générique est très sympathique.
Et en fait, moi, avec mes connaissances, je me dis, bah, c'est super cool ce qu'ils ont fait. Et en fait, avec un peu des trick shots bien réfléchis sur quel plan tu fais, tu peux faire des trucs vraiment, vraiment cool. Donc, je décide de storyboarder tout un scénario et tout. Je trouve la musique qui correspond, tu vois, genre, je l'adapte en conséquence. Et bah, j'en fais un générique. Sauf que, du coup, vu que c'est un peu dark comme aventure, etc., j'aimerais le tourner de nuit. Alors, heureusement, on a des lumières et on tourne ça avec un attel, je précise. Ça se voit pas, mais il le fait quand même très très bien, son travail. Et du coup, on veut tourner ça la nuit, puis je leur dis, bon, je pense qu'en 2-3 heures, c'est réglé. Pas du tout. En fait, à force de mettre que des plans complexes à tourner, on a fini à 3 heures du matin. Ah, ok. Voilà, on était mais lessivés. 3h du Pour mat. une vidéo d'1 minute. Mais si tu regardes dans tous les plans, je dois gérer la lumière, je dois gérer la diffusion de la lumière. Donc j'ai en plus, quand ils sont pas dans le plan, ils sont en train de tenir les panneaux avec Tous en costume avec des monstres réflecteurs et des machins qui étaient attachés sur des branches qu'on avait dû aller chercher avant. Enfin, pour essayer de faire un effet de reflet de lune, il fallait envoyer une lumière verte sur le réflecteur, enfin sur le diffuseur qui reflétait gentiment, tu vois, en dim light. Un effet verdâtre qui est en fait la Morse libre, la lune en fait de cette aventure. Et du coup, il fallait absolument réussir à faire ça. Et du coup, c'est monté tout un truc. Et ensuite, je crois que j'ai passé 2 jours au montage encore, à prendre les plans, à faire de la colorimétrie parce qu'il n'y a pas 2 plans qui ont eu la même couleur. Je sais pas pourquoi. Le Natel, des fois, il tournait rouge, des fois, il tournait jaune. Les plans. Donc, j'ai dû tout récupérer à la main. J'y connaissais rien en colo. Tu vois, genre, j'ai vraiment dû mettre beaucoup de boulot dedans. Tout ce que je suis content, c'est que j'ai pas un seul plan où il y a un vrai son. Au tout début, je crois, où je mets juste le carrosse qui arrive. Et du coup, toute la musique est gérée par la musique que j'ai pris. Et je suis très content parce que sinon, ça aurait été vraiment un calvaire. Mais on tourne tous ces plans et vraiment, du coup, là, on y met du cœur, beaucoup d'énergie. Et tu découvres déjà justement les 4 personnages. Et vu qu'on les a comme ça, bah, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'illustration. Ok. On a vraiment mis le paquet du paquet dans ce générique. Et du coup, tout le monde nous écrit pour nous dire qu'il est magnifique. Ah oui, il est super. Il est super. Donc là, sur la saison 3, j'ai décidé de faire court, mais très intense. Et puis, vraiment très travaillé, très... Voilà, qualité, quoi. Oui. Et ça se sent, il est vraiment magnifique. Merci. Chapeau. On a bien taffé. Ah ouais, là, on a sacrément bien taffé. Hein. Et puis, c'est aussi là qu'est apparue la tombe d'Aragid. Oui. Parce que... Je me suis promené 2 mois quasiment avec la tombe dans ma voiture. Après. La tombe ? La tombe, oui. On a fait en fait avec un bout de bois et une planche la tombe de Ragid pour Oscar qui est pilleur de tombe en fait dans le teaser. Du coup on a mis l'épitaphe Ragid dessus et du coup ça fait partie du background du personnage d'Oscar en fait. D'accord. Voilà, et du coup on l'utilise comme déco derrière Oscar qui joue pilleur de tombe maintenant. Référence à la saison 2, tu vois. Génial. On va se diriger tout doucement vers la fin de l'interview, si vous êtes OK. Et on termine toujours sur une note beaucoup plus légère. Et j'ai envie de vous demander votre pire défaut à tous les 3. Bon, toi, Epic, je commence à te cerner un peu, mais... mais c'est pas juste. Parce que moi, j'allais dire la mémoire, mais tu vas me dire, non, c'est pas celui-là. Non, je te laisse le choix. Je suis sympa. Je ne juge pas. Ok, mais moi, je veux insister sur la mémoire, parce qu'il y a des moments dans des aventures où, en fait, je me souvenais plus de ce qui s'était passé. Et je devais littéralement aller voir Fred en mode, c'est passé quoi déjà? Ou aller revoir mes propres épisodes. Voilà à quel point je suis bien préparé, mais en règle générale, il y a des moments où, oups, quoi. Okay. Mon cerveau, il dit, moi, c'était pas important. Donc la mémoire est pire que ton côté sadique. Oui. Alors, c'est pas parce que je veux faire vivre des trucs intenses et émotionnels à mes joueurs que je veux être sadique. La preuve, la prochaine série que je suis en train de préparer, ils vont me piétiner. Littéralement. Donc, moi, je suis là pour sourire et tu vois, smiley de moi. Oh oui, smiley de moi. Et si je fais cette aventure, c'est une preuve que je ne suis pas que sadique. Bien sûr. J'ai pas l'habitude. J'attends de voir. Laura, Fred, vos pires défauts? Moi, je dirais que c'est mon tempérament. Oh. Parce que dans tous les JDR ou autres que j'ai dû jouer, j'ai toujours un côté très impulsif, faire exploser des trucs. Ok. Et quand je dois jouer d'autres personnages, ou typiquement dans la saison 3, là, je joue plutôt une fille qui essaye de s'intégrer dans la bonne société,
qui fait genre qui joue du violon, qui fait. Enfin, je suis quand même une voleuse, mais il y a quand même un autre côté qui est plus délicat Mm. que je dois jouer. Et pour moi, c'est vraiment un vrai challenge. Ok. Comme exemple, hein, pour aller avec son fait, sache que dans l'entraînement, il y a un moment où j'ai dû lui dire Ragui de fouille. C'est- Genre, on en était arrivé à un moment où elle était repartie en mode full berserk et je lui fais non, je te laisse pas jouer comme ça. Non, tu fais pas ça. Mais moi, je voulais Oui, sauter bah, sur le non, griffon. Non, tu sautes pas sur le griffon. Et oui, tu t'es fait à moitié ventré. Donc retiens ta leçon. On va parler de mon manque de confiance en soi et de ma passivité. Oh. Disons que je suis beaucoup plus tranquille que les autres, beaucoup plus à observer qu'à agir, mais ce qui fait que j'ai aussi beaucoup plus de peine à me lancer dans mes idées et à évoluer en fait. Enfin, j'ai mon petit confort aussi dans ma façon de jouer, ce qui fait que j'arrive pas forcément à atteindre le niveau que je cherche. Il se met la barre haute, mais Ok. côté positif pour lui, dans la partie qu'on est en train de faire là maintenant, l'épisode 1, il m'a mis des frissons tellement il avait envie de buter le mec en face de lui. Donc c'est plutôt bien parti. Tradition ici, c'est de vous laisser finir cette interview avec le mot de la fin. Donc un mot de la langue française qui vous passe par la tête là tout de suite. Pas forcément celui que vous préférez, pas forcément le plus beau, mais un mot de la langue française là que vous avez envie d'exprimer. Chocolat. Ok. Moi, je peux pas m'empêcher de dire drama. Moi, je dirais excitation. Ok. 3 jolis mots. Bien, un grand merci à tous les 3 de vous être livrés à ce petit exercice. C'était un vrai plaisir. C'était un plaisir également. Ça a l'air totalement fascinant et j'ai hâte de voir cette saison 3 sortir. Ah, moi, je me suis éclaté. Merci pour cette interview, Jenny. C'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup de trucs de la saison 1 et 2, tu vois. Peut-être que je remettrai des histoires un peu plus dans l'aventure. On verra. Parfait si ça t'inspire. Un grand merci à vous 3. Longue vie aux chaînes du destin. Oui. Merci, Jenny. Oui. À très Merci, bientôt. Jenny. Bye bye.